On passe maintenant aux délibérations de Frédéric Bastian concernant notamment avec le contrat de ville. Et la première, donc, c'est la convention 2015-2020 du contrat de ville. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais faire un peu de... Après avoir parlé des jeunes, vous avez sur votre table le programme des escapades bleues. C'est à peu près pour des personnes qui ont le triple de l'âge des moins de 25 ans du conseil municipal. Ce programme est à destination des seniors, que vous serez aussi, mon cher Hugo, à un moment ou à un autre, et qui a vocation à lutter contre l'isolement des seniors, notamment en période estivale, où les clubs seniors sont pour la plupart fermés. Et ce programme d'activité proposé par le CCAS est très riche, avec tous les services de la ville, que ce soit les services culturels, tous les concerts. Enfin, il y a un joli programme, et je vous invite à en faire la promotion autour de vous. Plus sérieusement, je voudrais souscrire complètement à la déclaration du Front de gauche en début de conseil municipal concernant le drame de l'amiante, et que cette remise en cause de l'obligation d'une surveillance médicale systématique, parce qu'au-delà de la problématique de l'amiante, je pense que ça vaut pour toutes les maladies professionnelles éventuellement à venir, et que ça doit attirer notre vigilance, et effectivement on doit se mobiliser sur cette problématique du suivi médical des maladies professionnelles. D'ailleurs, cette stèle qui va être érigée à la demande de deux veuves de l'association ADEVA, avec l'appui de l'association ADEVA, est aussi une manière de sensibiliser l'ensemble de la population, non seulement à la problématique de l'amiante, mais au-delà, à toutes les maladies professionnelles, et attirer l'attention sur les personnes que, en gros, on ne va pas travailler toute sa vie pour la perdre prématurément. Donc voilà un petit peu, et je souscris complètement à cette déclaration. Concernant le contrat, la loi de programmation, alors attendez que je retrouve. Contrat de ville 2015-2020, la convention. Alors je vais essayer de faire une présentation synthétique, parce que c'est un sujet compliqué, et qu'on pourrait comparer à une fusée à plusieurs étages. Depuis la loi du 21 février 2014, se substitue le contrat de ville au contrat urbain de cohésion sociale. Alors, sur Cherbourg-Octeville, en fait, on a décidé de cette construction en plusieurs temps. D'abord, il y a eu un premier temps qui a été validé fin mars, qui est la convention cadre de ce contrat de ville, qui fixe les principes fondateurs et la méthodologie du nouveau contrat de ville de l'agglomération. Pour mémoire, cette convention cadre a été validée par la communauté urbaine le 30 mars 2015, par le conseil municipal le 31 mars 2015 et par le comité de pilotage du contrat de ville le 3 avril 2015. Donc ça, c'est la première partie de la convention cadre. À cette convention cadre, il est nécessaire d'ajouter des conventions d'application et des annexes. C'est le travail qui est en cours en ce moment. Alors, au niveau des conventions d'application, il est prévu 7 conventions d'application, une convention thématique, une convention pour les territoires qui sont positionnés en veille active, une convention concernant l'opération de renouvellement urbain d'intérêt régional, une charte d'engagement réciproque entre l'État, les communes, leurs groupements et les organismes HLM, une convention de mixité sociale, une convention ou un pacte financier et fiscal de solidarité. 4 annexes, une annexe qui fixe les principes de gouvernance et de pilotage du contrat de ville, une annexe qui fixe la participation, j'arrive pas à me lire, dis donc, c'est terrible ça. La participation chez les médecins, ça c'est vrai, ça reviendra tout de suite. Une annexe qui concerne les modalités financières et une annexe de suivi et d'évaluation. Donc pour le moment, du fait d'un manque d'éléments de cadrage sur toutes ces conventions et annexes, en fait, toutes n'ont pas pu être rédigées, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous propose 2 annexes et 2 conventions. Il y a aussi, puisqu'il y a plusieurs signataires dans le cadre du contrat de ville, il y a le conseil régional, le conseil départemental, les bailleurs, la caisse des dépôts et consignations, qui, eux, déclinent leurs modalités d'intervention sur ce qu'on appelle des feuilles de route, qui nous parviennent au fur et à mesure et qu'on annexe aussi au contrat de ville.
Donc aujourd'hui, vous sont proposés deux annexes et deux conventions thématiques. Une convention thématique qui concerne les axes thématiques et transversaux et la convention académique de priorité éducative. Et là, je laisserai Lydia en parler parce que là, je pense qu'on est sur quelque chose d'une réussite, je crois, des services de l'éducation sur cette convention académique de priorité éducative. Et donc, Lydia en dira un mot. Et deux annexes, une annexe relative à la participation citoyenne, les conseils citoyens, et celle relative aux modalités, aux principes de gouvernance et de pilotage du contrat de ville que vous avez sur dans la délibération. Juste pour mémoire, il me paraît important, c'est vraiment pour mémoire, de rappeler que, en fait, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, les 5 villes de l'agglomération étaient concernées. Il y avait donc 9 quartiers politiques de la ville, 17 ERIS. En 2015, avec les nouvelles modalités de définition des quartiers prioritaires, il n'y a plus qu'une seule ville, donc la ville-centre, Cherbourg-Octeville. 3 quartiers prioritaires sur cette ville-centre, 2 qui l'étaient déjà précédemment, Province, Amont-Quentin et Maupas, Brèche-du-Bois, et un nouveau qui est le quartier des Vallons. Et en plus, dans les contrats de ville, ce qu'il n'y avait pas avant, il y a le plan de réussite éducative qui intègre le contrat de ville. Sur ce plan de priorité éducative, Lydia, je te laisse en dire quelques mots. Oui, cette convention académique de priorité éducative, pour être très précis, c'est vraiment une satisfaction. C'est l'aboutissement d'une... Si, ça doit être ça, normalement. On prend le micro du maire. Il y en a une qui est allumée quelque part. Prends le micro du maire. C'est bon. J'ai dû trouver la bonne touche. Tu es vraiment irremplaçable. Bon. Alors, la refonte de l'éducation prioritaire, vous en souvenez, a posé de nouveaux critères pour de nouveaux labels. Alors, ces nouveaux critères, vous les avez, ils sont rappelés dans le préambule de la convention académique. C'est le taux de CSP défavorisé, le taux de boursiers, le taux d'élèves résidant en quartier prioritaire de la ville, le taux d'élèves en retard à l'entrée en 6e. Alors, cette refonte de l'éducation prioritaire, ces nouveaux critères, ça a eu un effet bénéfique pour Cherbourg-Octeville, tout d'abord, puisque le collège des provinces et par là même toutes les écoles qui dépendent du Collège des provinces sont désormais labellisés REP+, ce qui est évidemment une satisfaction. Mais vous vous en souvenez, il y a eu aussi un effet très négatif pour la ville de Cherbourg, c'est la sortie du Collège Cachin. Le Collège Cachin qui est sorti de l'éducation prioritaire parce que paradoxalement, il y a trop de mixité sociale dans le Collège Cachin pour qu'il puisse bénéficier de cette labellisation. Alors, nous avons été très nombreux à alerter l'éducation nationale néanmoins sur ce point, parce que s'il y a une mixité sociale au Collège Cachin, c'est aussi précisément parce qu'il y a les moyens de l'éducation prioritaire qui avaient été positionnés sur ce collège et qui vont progressivement y disparaître. Bon, nous avons ici une veille. Par ailleurs, il y avait une conséquence tout à fait désastreuse, c'était la sortie automatique des écoles Jean Jaurès maternelle et Jean Jaurès élémentaire, ainsi que celle de Douaneau, même si celle de Douaneau était encore plus complexe, puisque la situation était tout à fait atypique. Historiquement, Douaneau dépendait du Collège des provinces. Après avoir examiné que la plupart des élèves, à la sortie du CM2, finalement se rendaient au Collège Cachin, pour la quasi-totalité des élèves de l'école Douaneau. L'éducation nationale a décidé de rattacher l'école Douaneau au collège Cachin. Donc non seulement l'école Douaneau ne bénéficiait pas du REP+, mais en plus elle sortait de l'éducation prioritaire. Ce qui, bien sûr, vous en souvenez, a suscité beaucoup de mécontentement et un vrai mouvement de la part aussi bien des enseignants que des parents, un mouvement très fort qui a été soutenu également par les élus, et qui aboutit à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire cette convention académique de priorité éducative. Par ailleurs, nous avions, nous, à la ville de Cherbourg également, fait observer à l'éducation nationale que nous avions ailleurs sur le territoire d'autres écoles qui avaient été toujours des écoles oubliées
de l'éducation prioritaire, des écoles orphelines, la pôle et fraternité, mais qui, avec la nouvelle configuration de la politique de la ville, se trouvaient des écoles en quartier vécu des territoires cibles. Donc nous avons demandé également pour ces écoles les mêmes moyens que ceux de l'éducation prioritaire. Eh bien, nous y voilà, avec cette convention académique de priorité éducative, qui est, ici, vous vous en souvenez, c'était une condition posée par Monsieur le maire, une condition à la signature du contrat de ville. Il n'y aurait pas pu y avoir de signature du contrat de ville sans que cette convention académique de priorité éducative fige de façon durable les moyens de l'éducation prioritaire. Nous avons ici tous ces moyens qui sont énumérés dans la Convention. Nous avons donc pour les écoles Douaneau, Jean Jaurès maternelle et Jean Jaurès élémentaire, non seulement les moyens d'éducation prioritaire, mais les moyens du REP+, qui sont actés. Et nous avons également des moyens qui sont actés pour nos 2 écoles orphelines, La Pôle et Fraternité. Donc nous sommes très heureux effectivement de vous proposer aujourd'hui cette convention académique de priorité éducative, même s'il reste pour nous un petit sujet sur lequel nous avons encore une petite bataille à mener. Ce sont les indemnités liées à l'éducation prioritaire qui, pour l'instant, ne sont pas, ici dans la liste des moyens mis par l'Éducation nationale pour les enseignants de l'école de la Pôle et de l'école Fraternité. Même si nous avons reçu ces jours-ci un courrier de Madame la ministre, un courrier qui nous dit que leur situation va être revue, mais sans date précise qui nous est donnée, donc nous ne pouvons pas l'intégrer à cette convention académique. Et ce sera donc le seul dernier petit point qu'il y aura encore à faire aboutir. Madame Joly, je vous laisse la parole. Juste, on peut quand même constater que cette année, la Pôle avait des classes avec 27 élèves. Enfin, il y a 80 élèves pour 3 classes. Donc ça fait vraiment des effectifs conséquents dans l'école, quoi. Autre chose, on note qu'il va y avoir un dispositif plus de maîtres que de classes, un demi-poste par école. Si mes calculs sont bons, par exemple, pour Jean Jaurès qui a 9 classes, ça fait 1 heure par classe par semaine. Autant dire pas grand-chose. Autre chose, j'ai une question, c'est l'intervention du maître rééducateur, le maître G, et les 2 postes et les 2 psychologues scolaires, c'est des mi-temps, il y a aussi des quarts-temps dans l'éducation nationale, c'est des temps complets. Est-ce que c'est acté ça en fait? Ils sont positionnés sur l'établissement, vous savez comment ça se passe? Oui, vous savez très bien comment ça se passe, ils sont positionnés, mais ils sont positionnés sur tout un périmètre. Néanmoins, quand ils sont dans une résidence administrative, dans cette école-là, ils interviennent en priorité dans cette école. C'est pas par hasard qu'ils y sont positionnés. Et c'est exactement ce qu'ils avaient avant. C'est ça qui est important. Ils ont exactement ce qu'ils avaient avant, ni plus ni moins. Alors on peut trouver que les moyens de l'éducation prioritaire, plus, ça n'est pas encore assez, mais c'est quand même déjà beaucoup. Et ce qui était pour nous essentiel, c'était que ces écoles ne perdent rien. Elles ne perdent rien. Non mais j'entends, mais oui, moi je sais comment ça se passe. Je suis pas sûre qu'autour de la table, tout le monde, quand on lit une intervention du maître rééducateur, on pense que c'est à plein temps sur l'école. C'est pas vrai. Voilà. Non. Non, tout à fait. Tout à fait, oui. On est d'accord. Est-ce qu'il y a, Monsieur Le Jamtel? Oui, je vais revenir sur l'intervention de Monsieur Bastian et sur le contrat de ville plus spécifiquement, avec 2 ou 3 remarques. La première, c'est que dans les objectifs du contrat de ville, il y a la diminution de moitié du taux de chômage des quartiers prioritaires par rapport au taux moyen de la ville, ou de l'agglo, je ne sais plus. Bref, vis-à-vis de cet objectif-là, est-ce qu'un bilan pourrait être tiré de la zone franche? Puisque la zone franche a été prolongée jusqu'en 2020. Dans les clauses, il y avait une clause d'emploi local. Ce serait intéressant de faire un bilan de cette zone franche qui donne lieu quand même parfois à un peu de
d'agacement, parce que c'est quand même des conditions très avantageuses avec des exonérations à 100% pendant 5 ans d'un certain nombre d'impôts, et on s'aperçoit parfois que malheureusement ce sont des effets d'aubaine par rapport à des déplacements, donc ce n'est pas des nouvelles personnes qui viennent, ou a priori c'est pas toujours de l'emploi très local qui est fait, quoi. Donc ça demande quand même peut-être d'avoir de la part de la mairie ou de l'agglo, je ne sais pas à quel niveau ça peut se faire. Mais... Donc c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur la partie, l'opération de renouvellement urbain d'intérêt régional. Pardon. Je pense qu'il serait peut-être bien qu'on s'inspire du contrat de ville de 2001, je crois, qui... je vais le retrouver. Donc voilà, il s'agit... Donc, le contrat de ville de l'agglomération cherbourgeoise, convention territoriale de l'opération de renouvellement urbain entre terre et mer 2002-2006. Et dans ce document, on s'aperçoit que sur le pilotage, il y avait un comité de pilotage stratégique, il y avait une équipe projet, bon, il y avait différents thèmes, et il y avait aussi... un maître d'œuvre, enfin il y avait eu un appel pour qu'il y ait... Donc ça avait été très qualitatif, d'une certaine manière, cette opération de renouvellement urbain était un peu était l'une des colonnes vertébrales du contrat de ville de la période dont je parle. Je trouve que nous proposons que l'opération de renouvellement urbain d'intérêt régional, qui doit s'exercer sur la partie du quartier des Fourches et Charcos-Panel, c'est bien ça, je crois. Oui. Bon, eh bien que ce renouvellement urbain puisse bénéficier du même volontarisme politique qui avait été celui de l'opération entre terre et mer, c'est-à-dire d'avoir effectivement un dispositif d'accompagnement très qualitatif avec une démarche de projet qui, par exemple, n'existe pas en tant que telle sur Grimesnil-Monturbé, mais on y reviendra. Et le dernier point, c'est sur le Conseil citoyen. Oui. On avait fait savoir dès le départ que la méthode retenue consistant à faire un appel à maîtrise d'ouvrage nous semblait très chère, et finalement, on a l'impression que ça s'est un petit peu ensablé, tout ça. Et c'est vrai que sur les conseils citoyens, par exemple, la dernière fois, il y avait une réunion à la maison Olympe de Gouges, je crois, et il y avait à peu près 25 personnes, ce qui n'est pas négligeable, mais je voudrais savoir, au-delà du projet de tirage au sort qui sera fait plus tard, de quelle façon les personnes qui ont assisté à cette réunion ont été informées de cette réunion, parce qu'il y a un certain nombre d'habitants qui sont dans le quartier prioritaire qui n'ont pas forcément eu l'information et qui auraient peut-être souhaité participer à ce conseil citoyen. Alors, sur le contrat de ville en tant que tel, il n'y a pas l'ensemble des documents, on comprend pourquoi, mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, on a du mal à identifier une colonne vertébrale ou un point qui structure l'esprit de ce contrat de ville. Et si on ajoute à ça, et je le redis sur les conseils citoyens, nous on a eu un vrai problème de méthode, et sur la dernière année, des questions qu'on a pu poser, que ce soit ici ou à l'agglomération, les réponses que l'on a eues étaient très peu politiques et trop administratives parfois, et très honnêtement, dans l'état actuel des choses du contrat de ville, nous nous abstiendrons. Plusieurs éléments concernant l'opération de renouvellement urbain d'intérêt régional. Ça fait partie des conventions qui doivent être écrites, rédigées. Donc les éléments que vous apportez peuvent tout à fait être intégrés dans la réflexion et pour la rédaction de cette convention portant sur ce point-là. Concernant ensuite les conseils citoyens, alors la problématique des conseils citoyens, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, hein, c'est pas quelque chose de simple à mettre en œuvre. Ça a été d'ailleurs relevé par l'ensemble des collectivités au niveau national qui sont concernées par la mise en place de ces conseils citoyens dans le cadre des contrats de ville, à tel point que au départ c'était un préalable pour le contrat de ville, et vu les difficultés énoncées par l'ensemble des collectivités et des quartiers retenus, ça devient un des objectifs du contrat de ville, la mise en place de ce conseil citoyen.
Alors, ce n'est pas un objectif à une échéance. Il faut qu'on se détermine et que ce Conseil citoyen prenne on va dire, son autonomie, je pense, dans l'année ou au plus tard dans les 2 ans qui viennent. J'entends son autonomie, hein, attention, hein, au sens du Conseil citoyen lui-même. Vous faisiez remarquer que lors de la réunion publique qui s'est tenue à Olympe de Gouges, il n'y avait effectivement pas que... On n'a pas pu effectivement faire une invitation très large au niveau de l'ensemble de la population, et on s'est reposé sur effectivement les utilisateurs et les personnes qui passent et qui fréquentent les espaces solidaires pour organiser et des acteurs de proximité. Je pense à la Maison pour tous, je pense à d'autres structures qui sont sur le territoire. Alors effectivement, on n'a pas pu toucher, et d'ailleurs la remarque nous en avait été faite lors de cette réunion, l'ensemble des personnes, des administrés du quartier. Ceci étant, ce n'était que la première. C'était une réunion d'information. Et je parle sous le contrôle de Claudie en charge et qui pilote le contrat de ville au niveau de la communauté urbaine. Maintenant, on va rentrer dans la phase active de la mise en place des conseils citoyens, que ce soit sur le quartier des Provinces ou que ce soit sur le quartier du Maupas, Brèche-du-Bois. Ça va se faire vraiment. Je crois qu'il ne faut pas, sur cette question-là, qu'on veuille aller plus vite que le Conseil citoyen lui-même et que les personnes qui composent ce Conseil citoyen. Je crois qu'il faut qu'on avance à la vitesse de celui qui avance le plus lentement, et je pense que c'est ça l'essentiel qui doit nous dicter dans la mise en place de ces conseils citoyens, si on veut que ces conseils citoyens soient vraiment ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une véritable instance de représentativité et de participation citoyenne à l'élaboration du contrat de ville, puisque, pour mémoire, le Conseil citoyen est co-signataire du contrat de ville. Donc voilà. Après, sur la remarque que vous faisiez concernant l'ossature du contrat de ville, je partage un peu votre sentiment. Hein. Je crois que maintenant, ça va être, parce que on n'a pas encore à ce jour tous les éléments de cadrage concernant les différentes conventions, différentes annexes. Et c'est vrai qu'on a peut-être un manque de lisibilité, même nous, hein, très clairement, et que ça devrait s'éclaircir dans les semaines qui viennent, puisque tous ces éléments alimentent le contrat de ville. Voilà. Okay. Comment ? Oui, sur les zones franches, oui, tout à fait. Donc on vous donnera les éléments. Nous aussi, on en est extrêmement friands. Assez régulièrement, d'ailleurs, il y a un bilan, en général, il y a un bilan annuel. Donc il faut qu'on vous donne le dernier bilan annuel et voir comment on peut l'actualiser. Juste un mot pour rebondir sur ce que disait Frédéric Bastian tout à l'heure, c'est-à-dire que on est en phase de négociation sur les moyens en ce qui concerne l'opération de renouvellement urbain d'intérêt régional. Je parle sous le contrôle de Benoît Rivet, président de la communauté urbaine, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision stratégique globale des quartiers sur lesquels on doit intervenir. Ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, il y a eu la connaissance de la part de l'ensemble des bailleurs sociaux de leur plan de stratégie patrimoniale. Ça veut dire que chaque bailleur social, de son côté, a réfléchi sur comment il va faire évoluer son patrimoine, grosso modo, quels sont éventuellement les immeubles qu'il pourrait proposer dans le cadre d'une destruction, et quelle est l'offre de logements qu'il faudrait refaire en substitution, parce qu'il y a des diagnostics techniques qui ont été faits. Donc ça, c'est un premier élément qui a été versé à la réflexion. Le deuxième, c'est l'élaboration d'un schéma directeur de renouvellement urbain à l'échelle de l'agglomération sur un certain nombre de quartiers. Et on arrive maintenant en phase conclusive, qui va nous permettre justement, notamment sur le quartier des Fourches, Charcos-Panel, d'avoir ce qu'on peut appeler les éléments du cahier des charges pour avoir un véritable projet urbain. Et il y a un véritable projet urbain à construire. Et à ce titre, je peux vous dire que la méthode gagnante qui a été mise en place au niveau de l'opération de renouvellement urbain, elle sera bien évidemment à nouveau déclinée, même si il ne faut pas se faire d'illusions, on n'aura pas les mêmes moyens, on n'est pas sur les mêmes dimensions, mais néanmoins, avec les moyens qu'on arrivera à mobiliser, je pense qu'on sera en capacité de développer un projet urbain de qualité qui crée une véritable identité au quartier, qui aborde des réflexions sur la capacité à modifier l'habitat, et puis aussi peut-être à l'ouvrir
à l'ouvrir parce qu'on a un quartier qui est très segmenté. On a les Fourches Charcos-Panel, c'est une mosaïque et on voit très bien qu'il y a la barrière, notamment du mur de l'espace René-le-Bas maintenant et que la population ne se l'approprie pas suffisamment. Et donc là, il y a une véritable réflexion et cette réflexion, elle ne peut être menée qu'accompagnée par des gens pour qui c'est véritablement le métier. Et de même que Serge Renaudy nous avait accompagnés sur l'opération de renouvellement urbain, il faudra trouver quelqu'un qui soit de la même qualité urbanistique pour pouvoir décliner un projet en lien, bien évidemment, avec les associations. J'ai reçu la procuration de vote de Madame Catherine Huette, donc qui donne pouvoir à David Marguerite. Je soumets aux voix cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue dans le contrat de ville, mais cette fois-ci sur l'année 2015, avec l'attribution de nos subventions. Oui, c'est une délibération. Pardon. C'est moi qui m'excuse. C'est une délibération traditionnelle, puisque la ville de Cherbourg a souhaité avoir une enveloppe pour apporter au territoire les plus fortement touchés par les difficultés socio-économiques, de renforcer son action sur différentes actions. Alors vous avez la liste des associations, des actions qui sont renforcées par l'apport d'une subvention complémentaire par la ville de Cherbourg-Octeville. Et on a souhaité aussi, puisqu'en fait comme les modalités ont changé, certaines actions ont une implication sur ce qu'on appelle les territoires de veille, et on a souhaité que ces actions soient aussi complètement maintenues, donc on y a apporté des subventions spécifiques, et aussi sur des actions qui ne sont plus être prises en compte par le conseil, par les crédits spécifiques du conseil départemental. Donc voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.